Là où est l'argent avec Jérémy Désir, ancien analyste quantitatif chez HSBC à Londres. Quel était ton rôle en tant qu'analyste quantitatif? Donc, mon rôle était celui d'un analyste quantitatif spécialisé dans l'analyse des algorithmes de trading. Algorithme de trading, programme informatique permettant de réaliser des transactions financières à haute vitesse. Donc, j'étais pas concepteur des algorithmes. Je faisais partie comme de ce qu'on appelle du second cercle de défense, c'est-à-dire que j'étais une sorte de régulateur interne. Je recevais toutes les informations relatives aux algorithmes utilisés par les traders. Trader, un opérateur de marché ou opérateur financier, plus communément appelé trader, est un négociateur de produits financiers. Il intervient sur les marchés organisés ou de gré à gré. Pour prendre des positions, donc à hauteur de plusieurs milliards de dollars équivalents par jour. Prendre des positions signifie vendre ou acheter sur un marché à terme. Une position est dite longue lorsqu'un achat n'est pas suivi d'une revente et courte lorsqu'une vente n'est pas compensée par un achat. Je récupérais toutes ces informations-là, toutes leurs données, toute la logique de l'algorithme pour ensuite le retester indépendamment, le réimplémenter moi-même indépendamment. Réimplémenter, programmer de nouveau une fonctionnalité d'un logiciel ou un projet complet. C'est-à-dire le coder, en fait, récupérer les accès aux bases de données utilisées par l'algorithme, passer par les plateformes que les traders utilisent aussi pour faire marcher leur algorithme. Peux-tu nous dire où se trouvent les données sur lesquelles travaillent les traders? Nous n'avions pas accès à des données autres que celles d'HSBC, tout était en interne, dans des serveurs internes. Après, HSBC récupère des données de l'extérieur, donc notamment des marchés sur lesquels on prend des positions, parce qu'on veut aussi savoir comment les autres acteurs de marché réagissent à une information, à notre position sur le marché. Donc on récupère plein d'informations comme ça et qu'ensuite on store en interne. Quels étaient les critères pour la rédaction de tes rapports lorsque tu vérifiais les algorithmes? Pour faire chacun de mes rapports, je m'appuyais sur 5 critères dès que je recevais un algorithme. Donc les 5 critères étant premièrement donc, la qualité des données, les performances de l'algorithme, la documentation des traders relatifs à l'algorithme, la manière dont il était implémenté et la gouvernance, c'est-à-dire le contexte juridique, légal autour de l'utilisation d'un algorithme. Donc ces 5 critères, je devais porter une évaluation et ensuite donner une évaluation globale. Quel était ton niveau d'indépendance dans ta fonction? Alors justement, ouais, j'étais très surpris d'apprendre que donc, mon métier étant celui d'un évaluateur indépendant des algorithmes, de voir à quel point on devait vraiment s'aligner avec les volontés du concepteur de l'algorithme. C'est-à-dire le trader? Du trader, en fait, c'est ça, et de son équipe. Premier algo sur lequel j'ai travaillé, par rapport aux 5 critères que j'ai évoqués précédemment, je devais donc me concentrer là sur la performance, donc, qui était une métrique quantitative. Métrique quantitative est une mesure de la performance de l'algorithme. Une mesure de prédiction, tout à fait, qui est normalement entre 0 et 100%, et qui très rarement peut être négative, mais vraiment c'est une preuve si elle est négative que l'algorithme ne sert vraiment à rien, qu'il n'a aucune valeur. Et il s'avère que dans mon cas à moi, j'avais une valeur de performance de prédiction qui était inférieure à 5%, ce qui normalement aurait dû amener l'algorithme à être très mal noté. Et du fait qu'une mauvaise notation aurait forcé le trader à faire plus d'investigations et à prendre moins de risques sur ses positions, cette note-là n'a pas pu être donnée. Moi, je voulais lui mettre une mauvaise note, mais l'algorithme qui faisait des mauvaises prédictions appartenant à un algorithme plus général, donc on appelle ça un algorithme fils, on peut appeler ça un algorithme fils par rapport à un algorithme père, qui lui avait été noté avec la lettre B, qui ne dépassait pas certains risques qui allaient jusqu'à B. Moi, même si mon algorithme fils était très mauvais et prenait des risques, c'est-à-dire ne prédisait pas ce qu'on voulait prédire, je ne devais pas lui mettre une note inférieure à B. Et on est remonté avec mon supérieur direct, qui était lui aussi supervisateur de modèles algorithmiques. On a eu un entretien avec le trader et il nous a fait comprendre que voilà,
C'était trop de contraintes pour lui de revoir l'algorithme de fond en comble. Et il voulait dans tous les cas l'implémenter, le mettre en production, le faire véritablement jouer sur les marchés. Généralement, il y a des étapes de test où on simule en interne. Et là, il voulait le mettre en live, donc vraiment le mettre sur les marchés et donc prendre des vrais risques pour voir justement comment il réagirait face à des situations réelles. Qu'importe le jugement qu'on faisait en indépendant et ce pour quoi on était payé, c'est-à-dire quand même d'encadrer les risques pris par cet algorithme, du fait que l'algorithme pair duquel il était issu représentait relativement moins de risques, on a dû s'en tenir là et c'est comme si en fait notre métier pendant 6 mois, toute l'évaluation que j'ai faite ne servait à rien. Autant directement mettre une lettre que le trader voulait dès le début. Donc ça, c'était vraiment une forme de désillusion de me dire que toute l'intelligence, on va dire, que les noteurs d'algorithmes pouvaient mettre dans l'évaluation d'un outil potentiellement dangereux, toute cette intelligence, tous ces efforts étaient en fait assez factices, c'était superficiel, c'était vraiment juste pour faire des rapports, plus que pour honnêtement créer un dialogue avec les traders. Et c'est une gravité dont je ne me rendais pas compte à l'époque dans mon métier, mais qui est vraiment une constante, on va dire, je pense, dans les marchés financiers, où vraiment il y a une pyramide et le trader, dans toute la finance de marché, le trader est en haut de cette pyramide. C'est lui qui prend les risques et c'est lui aussi qui ramène potentiellement des grosses sommes d'argent pour HSBC. Et après, certains critères doivent m'échapper, mais voilà, ils avaient besoin d'une manière ou d'une autre de mettre un ordre de grandeur de plusieurs milliards par jour dans cet algorithme. Et une note qui ne correspondrait pas à leurs attentes pourrait remettre en question cette quantité d'argent. De fait, c'est une sorte d'impunité de toute puissance des traders, mais vu que ça ne passe pas de faire comprendre aux régulateurs qu'il pourrait y avoir une toute puissance des traders, on va créer des rôles comme le mien en interne. Donc, en plus, HSBC se targuait d'avoir 3 cercles de défense. Le premier cercle de défense étant celui des créateurs de modèles eux-mêmes. Les créateurs d'algorithmes, donc les traders en fait, algorithmiques. Le deuxième cercle de défense étant mon poste, donc les revisiteurs de modèles indépendants, qui sont une forme de régulation interne. Et la troisième cercle de défense étant les auditeurs internes, qui peut-être sera plus familier pour beaucoup de gens, avant évidemment que le régulateur externe, l'auditeur externe viennent nous voir. Et donc l'auditeur externe aussi va passer par ces 3 couches, en commençant par la troisième, donc l'auditeur interne, puis de temps en temps il vient aussi nous voir nous. Mais évidemment, là aussi, nos rapports étaient, sur les 5 critères qu'on a évoqués, la plupart très complets, très précis, avec vraiment des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures de travail pour ne serait-ce que le répliquer, le comprendre et pouvoir le répliquer soi-même. Un temps et un travail que le régulateur n'a pas le temps de fournir, évidemment, ni l'énergie, ni même les ressources. Donc il doit un peu nous croire sur parole. Quand après on lui présente donc, ces rapports qui assurent que le travail du trader a été fait dans les règles, on va dire, il doit nous croire sur parole sans la possibilité de remonter vraiment à la source. Et donc déjà la source, en fait, l'intermédiaire que nous on crée est tronqué. Or c'est cet intermédiaire sur lequel le régulateur va tomber quand il veut analyser un algorithme. Les départements des risques servent-ils vraiment à quelque chose ? On parle beaucoup depuis la crise de 2008 de département de risque. Donc moi, vraiment, mon département, c'était celui des risques, particulièrement des risques de marché, mais il y a plein de formes de risques. Donc moi, j'étais sur les risques de marché. Et on nous dit beaucoup maintenant que depuis la crise, les banques se sont restructurées, que justement les analyses quantitatives, ceux qui avant, mon métier, moi, on était directement avec les traders. Maintenant, de plus en plus, on n'est pas avec les traders, mais on contrôle les traders, on fait de l'analyse de risque de ce que font les traders. Ces métiers-là, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, en fait, sont des créateurs de coquilles vides. C'est vraiment du vernis régulatoire qui vraiment ne peut même pas, ne serait-ce que retarder la mise en production d'un algorithme parce qu'on a des doutes crédibles, justifiés, prouvés sur la valeur d'un algorithme. Donc encore une fois, mise des milliards de dollars par jour sur les marchés, ne serait-ce parce qu'on a un doute crédible qu'on veut ralentir la mise en production. Ce n'est pas un argument suffisant pour des traders qui ont, comme la plupart du temps, comme c'est le cas dans la finance en général, des vues très court terme et qui doivent vraiment générer le plus d'algorithmes possible dans l'année parce que aussi souvent leur bonus annuel est adossé au nombre de modèles qu'ils ont créés dans l'année. Donc même certains traders avec qui je parlais
qui sont passés de l'analyse, donc du contrôle d'algorithmes à la création d'algorithmes, qui sont passés en trading, même eux me disaient, mais oui, on n'a pas le temps de faire un travail aussi précis que ce qu'on faisait avant dans la régulation de modèles, parce qu'on doit fournir le plus d'algorithmes possible. Et donc là aussi, il avait une forme de naïveté de dire que oui, avant, on passait du temps pour bien comprendre et analyser et collaborer avec les traders pour leur donner des éléments pour rendre leur performance meilleure. Même ça, et en fait, il se berçait lui-même d'illusions un peu à croire que le travail qu'il faisait avant, donc celui que moi je faisais, avait une quelconque utilité dans le changement de perception du trader, quoi, qui en fait pourrait très bien se passer de nous en fait. Hein. On le ralentit. Hein. Même mon chef disait que oui, dans un sens, c'est vrai que dès qu'on revient vers eux, on leur donne du travail en plus. Et ça les embête. Et vraiment, j'ai beaucoup dû galérer pour le deuxième algorithme pour avoir des retours de la part des équipes de trading et des informaticiens et aussi des informaticiens qui travaillent avec les traders. J'ai eu beaucoup de mal à avoir des retours de leur part parce que vraiment, on sent qu'on les gêne. On ne sert à rien et on les gêne et on leur fait perdre du temps. Les algorithmes, un outil de marketing et d'opacité? Quand j'ai commencé à HSBC, peu de temps après que je suis arrivé, donc il y a un trader qui vient vers nous avec une modification d'un algo qui existait déjà, qui n'était pas le mien, juste un autre algorithme. Et je vois passer en fait sa demande, est-ce qu'on pourrait juste changer ce critère-là pour remplacer par ce qu'on appelle donc du big data. Donc il voulait mettre, en gros, il y avait une branche de l'algo qui nécessitait de faire une prédiction. Et pour cette prédiction, il a dit ce serait bien qu'on utilise un réseau de neurones. Donc le réseau de neurones, c'est vraiment ce qui aujourd'hui en big data fait frétiller tout le monde. Ça a un peu capté un imaginaire de la machine capable de tout. Et il le savait très bien, hein, ce trader-là, très compétent. Mais voilà, cette modification n'avait aucun effet sur l'algorithme. La prédiction était vraiment la même. Et donc voilà, mon boss lui dit « Non mais là, vous rajoutez de la complexité en plus. Il y a plein de paramètres que vous avez choisis par défaut qu'on n'a pas évalués. On ne sait pas ce que ça vaut. Bon, et en plus, vous avez le même résultat, donc ça ne sert pas à grand-chose. » Et après quelques jours, il m'a expliqué, on a compris que c'était juste un élément marketing. Le trader, avec ce réseau de neurones dans l'algorithme en plus, qui ne servait à rien, arriverait plus facilement à le vendre derrière. Parce qu'évidemment, HSBC donc, a des clients, des multinationales, des fonds de pension, des très hauts revenus, qui des fois veulent prendre position via HSBC. Et donc voilà, savoir qu'HSBC, un de leurs traders, utilise du big data, peu importe le résultat, pourvu qu'il y ait l'IA, donc de l'intelligence artificielle. C'est un coup de com' qui non seulement nous rajoutait à nous du travail, en rajouterait potentiellement aux régulateurs et en fait rajoute de l'opacité et de la complexité qui fait qu'il devient plus dangereux de fait parce qu'il pourrait faire la même chose avec moins. Donc là on rajoute quelque chose qui le rend plus dangereux et qui du coup aussi rendra plus dangereux, qui rendra plus difficile la recherche de coupables ou de responsables si l'algo tourne mal. Et s'il y a une crise provoquer ou même un flash crash comme il y en a déjà eu, c'est-à-dire vraiment une déstabilisation temporaire très courte du marché, parce que c'est des algorithmes aussi qui fonctionnent à la milliseconde, hein, c'est du trading haute fréquence. Trading haute fréquence. Les transactions à haute fréquence, ou trading haute fréquence, sont l'exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques. Donc évidemment, à un moment donné, quelqu'un voudrait essayer de retrouver un coupable, et le fait d'avoir ajouté une complexité en plus fait que la chaîne pour remonter jusqu'au trader sera complètement opacifié et beaucoup plus difficile de remonter vers un quelconque coupable. Et sous prétexte de marketing, c'est en fait complexifier le travail de tout le monde et rajouter des procédures administratives inutiles. Où se trouvent les acteurs du trading haute fréquence ainsi que les serveurs de base de données dans les locaux d'HSBC? Généralement, les traders sont situés le plus bas possible dans les tours. Parce que, vu que voilà, on parle de haute fréquence, il faut vraiment que le temps de latence entre l'ordre émis par le trader et l'arrivée sur les marchés financiers, sur la bourse, soit le plus court possible. Donc généralement, on les met en bas de la tour, au 3e, 4e étage, sachant que la tour a 42 étages. C'est là aussi où sont la plupart des serveurs informatiques, les bases de données. Certainement, ils doivent aussi en décentraliser un petit peu, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de concentrer le plus possible pour avoir un accès rapide aux données et pour pouvoir envoyer des ordres rapidement. Et nous, on était le département des risques de marché, on était au 10e. Et donc, il y avait une équipe juridique aussi autour de nous. On était vraiment séparés entre les analystes quantitatifs, donc les ingénieurs, les docteurs,
qui étaient fournisseurs d'opinion, en fait, qui donnaient une deuxième opinion sur les modèles. Et on avait quelques membres du département de risque, mais au point de vue de la gouvernance légale et juridique, sur ce qu'on appelle la conformité, c'est-à-dire comment appliquer les lois concernant la finance au modèle bancaire, en fait. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'interpréter en quelque sorte la régulation. Alors là, c'est plus trop mon métier, mais c'est un peu ce que je comprenais de leur métier, d'interpréter la régulation et de travailler un peu avec le régulateur pour appliquer des recommandations au système bancaire et s'assurer qu'il y a un suivi en fait, des modèles. Régulateur. Le régulateur veille à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers. Mon chef était en permanence en relation avec eux et c'est lui qui leur parlait un petit peu. Moi, je n'ai jamais parlé avec les juristes directement, mais plutôt la gouvernance, on les appelait la gouvernance. Mais c'est vrai qu'eux-mêmes ne comprennent rien. Enfin, même mon chef, déjà, n'était pas vraiment serein sur tous les points de l'algorithme sur lequel je travaillais. Il avait un docteur en physique, un docteur en physique des cordes, un docteur en physique des cordes. Il était très bon techniquement, excellent. Mais il faisait pas beaucoup de code informatique. Moi, je passais mes journées à faire du code informatique, parce que c'est une composante essentielle du travail. Lui, il en faisait beaucoup moins. Et il participe beaucoup à des réunions, justement, de conformité. Et voilà, et donc il remontait une vision d'ensemble un peu de ce que je faisais, mais il ne pouvait pas parler des détails. Et c'est dans les détails que se cache le diable, souvent. Combien de personnes au sein des 226 000 employés d'HSBC peuvent comprendre la complexité des algorithmes du groupe? Et c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris et qui me dérange encore beaucoup, de voir à quel point l'économie mondiale reposait sur une poignée de personnes. Quand bien même HSBC est constitué par plusieurs centaines de milliers d'employés dans le monde, il y a presque une vingtaine, une trentaine peut-être de personnes qui comprennent vraiment les rouages des positions de marché énormes prises par HSBC. Et il y a vraiment dans la chaîne de responsabilité, de compréhension des algorithmes, on s'arrête très vite en fait. Après, c'est vraiment des visions d'ensemble très générales, très génériques, où on fait confiance à des tiers, mais des tiers qui eux-mêmes ont un avis tronqué par rapport, encore une fois, au sommet de l'iceberg qui est le trader. Donc vraiment, alors après, voilà, une banque ne se limite pas au trading, mais voilà, c'est là où elle a un impact le plus significatif, je pense, dans la stabilisation de l'économie mondiale. C'est vraiment le trading qui est à la pointe. Et voilà, et dans cette pointe-là, on parle vraiment que d'une infime minorité de personnes qui à la fois sont responsables et sont un peu au courant de ce qui se passe. Mais les autres ne font que, pour moi, sont que des intermédiaires de façade. Est-ce que des algorithmes pourraient déstabiliser des économies, des pays? Peuvent-ils être utilisés comme armes de guerre? Je pense qu'un algorithme pourrait déstabiliser un État. Il faut savoir que, justement, même des produits financiers aussi proches de l'économie réelle que les dettes d'État, donc les obligations souveraines, pour le terme un peu technique, donc même ces dettes d'État qui sont échangées sur les marchés ne sont pas du tout adossées à la moindre considérations macroéconomiques ou sociales par rapport au chômage, par rapport à tout ce qu'un économiste pourrait préjuger des investissements d'État. En fait, là aussi, on répond à des logiques algorithmiques qui sont juste des affaires de techniciens de haut vol, mathématiciens, statisticiens, mais qui n'ont pas la moindre considération on va dire des spécificités de certains États. Et donc voilà, moi je travaillais donc sur typiquement donc la dette européenne. Donc j'avais en l'occurrence beaucoup de dettes italiennes, mais aussi donc françaises, espagnoles, hollandaises. Et c'est vraiment que des critères statistiques, mais purement financiers, qui font la différence entre un algorithme pour des dettes françaises ou pour des dettes allemandes. Et donc il suffirait que quelqu'un de mal intentionné, entre guillemets, chez HSBC ou dans n'importe quelle banque systémique de la taille d'HSBC commence alors pas à spéculer, mais on va dire, à avoir une logique purement court-termiste de rentabilité sur ces produits financiers d'État
pour sérieusement entraver la liberté des États, donc le déstabiliser en quelque sorte. En interne, clairement, je pense que vraiment beaucoup d'analystes, soit les traders eux-mêmes, soit ceux qui sont censés les réguler en interne, donc qui travaillent autour de ces algorithmes, ont dans les mains des produits financiers qui ont presque le rôle d'armes de guerre économique. Penses-tu qu'il soit possible de reconstituer des algorithmes en faisant de l'investigation? Ce serait très dur pour quelqu'un qui aurait accès à ces algorithmes de pouvoir le répliquer chez lui ou avec même une infrastructure informatique, de système d'information un peu solide. Ce serait très dur quand même de le reproduire, de le répliquer, sachant que voilà, même pour moi, d'avoir accès à certaines bases de données, c'était très compliqué de devoir faire toutes les demandes, les accès, avoir droit, à faire des requêtes, comme on appelle sur des bases de données, c'est très compliqué pour moi. Et en fait, c'est aussi des bases de données qui sont actualisées tous les jours quasiment. Donc voilà, c'est vrai que ça nécessiterait d'avoir aussi accès, en plus des algos, aux bases de données qui sont, comme on peut s'imaginer, gargantuesques. Vu qu'on parle des fois plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'opérations pour un produit par jour. Donc voilà, il suffit d'imaginer le nombre de données qu'il y a derrière. Mais je pense que ça pourrait quand même avoir un rôle déstabilisateur, dans le sens où, là aussi ça a été une désillusion, mais les marchés financiers ne sont gouvernés que par la rumeur et que par ce que tout le monde juge comme étant vrai ou comme étant faux. Peu importe les considérations économiques, financières, il suffit que la rumeur se propage, qu'un algorithme qui était essentiel pour une banque n'ait plus de valeur parce que tout le monde y ait accès. Les traders eux-mêmes sauraient très bien, dans les autres banques certainement, que l'algorithme n'est pas si manipulable que ça. Mais de fait, les investisseurs, eux, qui sont très loin de ce monde-là, pourraient se dire il y a un défaut de sécurité dans cette banque, autant retirer mon argent tout de suite. Et donc, ouais, il y aurait un risque vraiment de déstabilisation profonde des banques en question si un de leurs algos était leaké. Ouais. Tout est aussi un jeu de secret, d'opacité. Il faut vraiment que l'algorithme, le fait que personne soit au courant de ce qu'il fait exactement et de par quels sont les paramètres, les variables qui influent sur lui. Donc c'est vrai que voilà, des fois ça vaut de l'or juste de savoir exactement quelle valeur économique ou quelle valeur financière un algorithme regarde pour prendre des positions. Ça peut être assez déterminant. Quelle est l'importance des algorithmes dans la finance mondiale et quel impact aurait un algolix sur le système financier? C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment le cœur stratégique de la finance aujourd'hui. Du trading en général, c'est vraiment les algorithmes. Et aussi le fait que ces algorithmes-là soient complètement secrets, cachés et propriétaires des banques. La guerre financière entre les banques d'investissement se joue beaucoup sur les algorithmes. Elles arrivent même des fois à se tromper elles-mêmes. On a le droit, c'est légal, par exemple, de poser des ordres et de les retirer, de les annuler la demi-seconde d'après parce que juste on voulait voir ce que faisait le voisin. Et donc, savoir publiquement que toutes les banques et que tous les investisseurs puissent savoir sur quel levier joue une banque pour ces algorithmes. De fait, ça fait perdre la valeur immédiatement de l'algorithme. Et donc, tous les clients de la banque qui passent par elle pour utiliser cet algo, pour avoir accès au marché, ces clients-là seraient déjà désabusés, désillusionnés et se diraient bah, non, je prends un énorme risque en gardant une position chez cette banque. Donc, de fait, ils retireraient leur argent par peur, par contagion de la peur et de l'effet de rumeur qu'il y aurait derrière ce leak, qui, en très peu de temps, je pense, pourrait vraiment à la fois affecter la banque en question, mais du coup affecter toutes les autres. Parce qu'il suffit qu'il y en ait une, elles sont tellement en flux tendu les unes avec les autres en permanence, qu'il suffit qu'une seule de ces banques-là soit déstabilisée pour déstabiliser toutes les autres.